S'agissant des exceptions soulevées, qui sont loin d'être des déclinatoires des compétences, mais plutôt des fins de non-recevoir, et examinant celles tirées de la violation de l'article 168 de la Constitution et celles tirées de son arrêt RP 0001, la Cour soutient qu'elle a toujours lu dans l'article 168 de la Constitution l'autorité absolue de la chose jugée, telle que cela ressort de ses arrêts R. Const. 1663 du 30 novembre 2021, R. Const. 1370-1373-1374 du 18 juin 2021, R. Const. 1554 du 18 juin 2021 et R. Const. 1993 du 15 janvier 2021. Elle reconnaît cette même autorité à l'arrêt RP 001, par lequel elle a déclaré qu'elle était incompétente pour juger un ancien Premier ministre pour les actes posés pendant qu'il était en fonction, autant qu'il en est pour l'arrêt R. Const. 1816, par lequel elle s'est déclarée compétente pour connaître des infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions du Premier ministre. Il en est ainsi de l'arrêt R. Const. 1880, par lequel elle affirme que l'arrêt R. Const. 1816 ne constitue pas une voie de recours, ni ordinaire, ni extraordinaire, proscrite par l'article 168 de la Constitution. En effet, interprétant l'article 168 de la Constitution, la Cour avait jugé dans le R. Const. 1880 que le revirement jurisprudentiel est une possibilité d'autocorrection reconnue à tout juge qui, face à de nouveaux éléments ou à des conséquences inattendues de ces décisions, de les modifier car leur maintien serait de nature à pétrifier le système juridique et à provoquer des injustices inacceptables. Leur subsistance dans l'ordre juridique ne saurait être tolérée. Dans le même arrêt, elle a jugé qu'elle peut très bien décider de son propre chef de dégager d'un même texte de référence à appliquer une interprétation opposée et incompatible à celle qu'elle avait reconnue jusque-là, en se fondant notamment sur les changements des conditions factuelles, sur le fait que les précédents écartés interprétaient mal un autre précédent, ou sur la faiblesse du raisonnement initial, ou sur la survenance d'un vide juridique susceptible d'attenter aux droits humains. La Cour précise de ce point de vue qu'il est des jurisprudences constantes, tant en droit interne qu'en droit comparé, que le revirement jurisprudentiel consiste en l'abandon par les juges d'une solution antérieure au profit d'une nouvelle interprétation. Contrairement à la loi, dont les effets sont généralement limités dans le temps, la jurisprudence est, par nature... La plupart utilisent seulement ChatGPT. Les malins font ça. C'est comme ChatGPT, mais pour le trading. Ça s'appelle Finello. Il vous suffit... Européenne de droits de l'homme dans son arrêt Le Grand contre la France du 26 mai 2011. Dès lors, une rétroactivité ne doit pas engendrer d'inégalités, de traitement choquantes, ni porter atteinte aux droits acquis. Il est toutefois admis, comme dans les arrêts Radio France, ce sont les jurisprudences de la Cour de cassation française, que la rétroactivité d'un revirement puisse être écartée si elle porte atteinte au droit d'accès au juge, si elle limite le pouvoir juridictionnel de la Cour en privant, en conséquence, une partie de son droit d'accès au juge. Or, en l'espèce, la rétroactivité de l'arrêt sous R. Const. 1816 est de nature précisément à garantir au prévenu Matata Poniomapon Augustin son droit d'accès au juge en ce qu'il détermine la juridiction compétente en vertu de l'article 17 alinéa 2 combiné aux dispositions de l'article 163 de la Constitution pour connaître des faits qui lui sont reprochés ayant eu lieu au moment où il était Premier ministre en conformité avec l'article 19 alinéa 1er et 2 de la Constitution garantissant à toute personne le droit d'être jugé par une juridiction compétente. Par ailleurs,
La Cour observe que ce revirement n'intervient pas dans la même cause, considérant que pour elle, il n'y a pas d'affaire Bukangalozo, comme les prévenus veut désigner sa cause, mais plusieurs faits qui se sont perpétrés autour du projet qui a porté ce nom et qui varient selon les personnes et les actes posés, qui peuvent être qualifiés diversement, et il est possible qu'il y ait autant de procès sans pour autant remettre en question l'autorité de la chose jugée et attachée aux décisions judiciaires, surtout pas dans la cause sous RP 001, ni menacer la sécurité juridique ou judiciaire de quiconque. En ce qui concerne l'exception d'incompétence tirée de la violation de l'article 162 de la Constitution, la Cour se serait déclarée compétente pénalement alors que le prévenu Matata Ponyo Augustin n'était pas parti à la procédure sous R-Const 1816. La Cour relève qu'il est certes vrai que c'est bien la Cour de cassation et non la partie Matata Ponyo Mapon Augustin qui a saisi la Cour constitutionnelle. En tant que tiers à la procédure sous R-Const 1816, les prévenus ne sauraient se prévaloir des droits procéduraux au sein de cette instance. La Cour rappelle que, dans sa décision sous R-Const 1816, elle a répondu exclusivement aux questions de constitutionnalité soulevées par la juridiction requérante, ce en matière de contrôle de constitutionnalité comme juge de constitutionnalité. Elle note en outre qu'elle a ordonné que le dit arrêt soit signifié aux parties dans la cause sous RP 09/CR, parmi lesquels le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, est publié au journal officiel ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. En effet, la Constitution, en son article 168 alinéa 1er in fine, dispose « Les arrêts sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. » Au sujet des prétentions selon lesquelles seuls les parties au procès peuvent saisir la Cour par voie d'exception d'inconstitutionnalité, la Cour précise que conformément aux articles 162 alinéa 1er et 4 de la Constitution, 52 alinéa 2 et 3 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 relative à son organisation et son fonctionnement, et 63 alinéas 2 et 3 de son règlement intérieur du 10 août 2018, les juridictions saisies ont également le droit de lui soumettre une exception d'inconstitutionnalité. Il en va ainsi dans la présente espèce où la Cour de cassation a exercé ce droit. S'agissant de l'exception tirée de la violation de l'article 1er bis du Code pénal livre 1er, et celle soulevée au titre de son caractère d'ordre public, la Cour estime y avoir répondu tant dans sa décision sous R-Const 1816 que dans la présente cause, suivant son arrêt avant dire droit du 13 novembre 2023, ainsi que les développements antérieurement exposés. Eu égard à ce qui précède, la Cour déclarera les exceptions d'incompétence non fondées. Examinant les exceptions de recevabilité, la Cour estime qu'elle pourrait se résumer aux prétentions du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, selon lesquelles les formalités juridictionnelles qu'exige son statut de député national n'auraient pas été respectées. Pour les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin, en vertu de l'article 166 de la Constitution, comme il est jugé en tant qu'ancien Premier ministre, le procureur général près la Cour constitutionnelle aurait dû obtenir une autorisation du Congrès pour pouvoir le poursuivre. Comme il n'en est pas ainsi, selon lui, l'action doit être déclarée irrecevable. Aussi, au regard de ce que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin est devenu député national, il ne pouvait être poursuivi qu'en application de l'article 107 de la Constitution qui exige que le procureur général demande l'autorisation pour le poursuivre et en application de l'article 103 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, il aurait dû faire un rapport de ces enquêtes au président de l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation de saisir le juge. Le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin
allègue également une violation du principe de la légalité des délits, des peines et de la procédure pénale tel que cela ressort de l'article 17 alinéa 2 de la Constitution qui, pour lui, signifie que le juge exerce une compétence d'attribution puisqu'il n'y a pas de juridiction sans loi. S'agissant de la légalité des infractions et des peines, la prévention du détournement des deniers publics mise à charge du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, commise en corréité avec ses co-prévenus, est prévue et punie par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2 tel que modifié, complété à ce jour. En ce qui est de la légalité de la procédure pénale, la Cour rappelle que, par son arrêt sous R. Const. 1816, elle avait considéré que tout comme pour le Premier ministre en exercice, un ancien Premier ministre reste justiciable de la Cour constitutionnelle selon la procédure prévue par la Constitution, la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et son règlement intérieur pour les faits prévus à l'article 164 de la Constitution. Dès lors, on ne saurait dire que les poursuites engagées contre un ancien Premier ministre sont dépourvues de fondement légal. Par ailleurs, pour la Cour, l'immunité a un caractère fonctionnel si bien que, s'agissant du sénateur ou du député national, elle protège non pas la personne, mais le mandat que le peuple lui a conféré, le constituant a érigé une longue procédure pour sauvegarder le prestige et la continuité de la fonction elle-même et non la personne. De ce point de vue, la Cour juge non pertinente l'évocation de l'article 166 de la Constitution et l'exigence de la convocation du Congrès, les prévenus n'exerçant plus au moment de la présente action les fonctions de Premier ministre, fonctions que protège cette disposition constitutionnelle, mais que ce sont les faits qui lui sont reprochés, qui ont été commis pendant qu'il exerçait la dite fonction. Cependant, à la question de saisine de l'Assemblée nationale, considérant que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin est devenu député national, la Cour constate que le prévenu a reçu son mandat de député pendant que les poursuites étaient déjà engagées contre lui devant la Cour constitutionnelle. Il est fondamental de rappeler que le régime des immunités parlementaires ne saurait être invoqué de manière absolue ni en dehors du contexte clairement défini par la Constitution. En effet, l'article 107 de la Constitution de la République démocratique du Congo prévoit que les immunités s'appliquent aux faits commis pendant l'exercice du mandat parlementaire. En fait, le sens des immunités parlementaires réside dans la protection de l'indépendance et de la liberté des parlementaires dans l'exercice de leur mandat. Elles ne sont pas un privilège personnel, mais une garantie institutionnelle pour assurer le bon fonctionnement du Parlement dans un régime démocratique. Or, les faits reprochés au prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin sont antérieurs à son accession à la qualité du député national. Par conséquent, l'immunité parlementaire ne saurait constituer un obstacle aux poursuites judiciaires engagées contre des actes posés alors qu'il exerçait les fonctions de Premier ministre. À ce sujet, il ressort des éléments du dossier que, par la décision numéro 006/CAB/PDT/Sénat/MBL/HFM/EBD/2001 du 5 juillet 2021, le bureau du Sénat avait autorisé les poursuites et levé les immunités du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin. De même, par sa lettre numéro 285 du 20 juin 2023, le président du bureau du Sénat avait signifié au procureur général, près la Cour constitutionnelle, que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin était toujours à la disposition de la justice, d'autant plus qu'aucune décision judiciaire n'avait été rendue et portée à la connaissance du Sénat,
Ainsi, pour le bureau du Sénat, la décision du 5 juillet 2021 restait en vigueur pour autant que le dit prévenu avait déjà perdu ses immunités. Pour la Cour, comme l'affirme le professeur Raphaël Nyabirungu Mwene Songa, nous citons, « En dehors des sessions, toute poursuite est soumise à l'autorisation préalable du bureau de la chambre à laquelle il appartient. Mais cette autorisation n'est plus requise dans les cas ci-après. Lorsque la poursuite est consécutive au flagrant délit, lorsque la poursuite intervient dans une procédure déjà autorisée par la plénière de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Voir professeur Nyabirungu Mwene Songa dans son traité du droit pénal général congolais aux éditions universitaires africaines, Kinshasa, de 2007, à la page 243. Cette autorisation est définitive et irrévocable tant que l'action publique n'a pas été éteinte. Elle n'est pas affectée par le renouvellement du mandat parlementaire, ni par le passage d'une chambre à une autre. En d'autres termes, l'élection à un nouveau mandat ne remet pas en cause les actes régulièrement accomplis, notamment la levée antérieure de l'immunité. En outre, la Cour réconforte sa position en se référant au raisonnement de la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 16 novembre 2006 dans l'affaire Salkidis contre la Grèce, en ce que la restriction du droit au droit d'accès à un tribunal induite par l'inviolabilité parlementaire n'est pas justifiée lorsque les actes incriminés ne sont pas liés avec des fonctions parlementaires au sens strict. Il n'y a donc pas besoin d'une nouvelle levée d'immunité car la procédure judiciaire est déjà pendante et la nouvelle qualité ne purge pas les actes passés. Cette position est fondée sur les principes de continuité de la procédure judiciaire et de la non-rétroactivité des immunités. Dès lors, la Cour juge que le procureur général n'avait plus une obligation de demander une autorisation quelconque, étant donné que le prévenu est devenu député national pendant que les poursuites étaient déjà engagées en son encontre. Elle en infère que la procédure engagée ne saurait être affectée rétroactivement par l'immunité entachée à la fonction acquise ultérieurement au procès en cours. Quant à la durée du procès, elle fait remarquer que c'est le prévenu qui avait sollicité et obtenu la suspension des audiences en vue de lui permettre de se présenter aux élections présidentielles et législatives. En effet, elle note que la procédure engagée contre le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin est non seulement légale, mais aussi régulière en ce qu'elle est saisie par la requête aux fins de fixation d'audience du procureur général après cette cour, après que ce dernier ait sollicité et obtenu du Sénat la levée de ses immunités en sa qualité de sénateur au moment de poursuites engagées contre lui. Concernant le moyen relatif à la composition irrégulière de la Cour, le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin soutient qu'un membre de la composition nommé en remplacement d'un juge dont le mandat a expiré continue à siéger. La Cour observe que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin n'a pas apporté la moindre preuve de cette allégation, alors qu'il est de principe qu'il appartient à la personne qui allègue un fait d'en apporter la preuve. En outre, les prévenus affirment que ces immunités ont été levées par le Sénat en violation de ses droits à la défense pour le dossier de la zaïrianisation, alors que devant la Cour constitutionnelle, il est poursuivi pour le dossier Bukangalonso. La Cour retient que la levée des immunités du prévenu a été sollicitée et obtenue telle que démontrée supra. La Cour rejettera tous les moyens et déclarera toutes les exceptions non fondées. Examinant le fond de la cause,
tel qu'il se dégage de pièces du dossier auquel la Cour a eu égard et de l'instruction menée par elle, ils peuvent se résumer comme suit. En 2013, le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté le Programme national d'investissement agricole, PNIA, 2013-2020, avec l'appui technique et financier du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. Aux fins de donner corps à ce programme, il fut conçu un plan prévoyant la construction des parcs agro-industriels à travers l'ensemble du territoire national. Dans le souci de matérialiser le dit plan, il fut élaboré et mis en exécution un projet pilote par le cabinet du Premier ministre Matata Ponyo Mapon Augustin à travers M. Moussoussa Ulimwengu John, son conseiller principal au Collège Agriculture et Développement, projet dénommé Parc agro-industriel de Bukanga Lonzo Paibel. La société de droit sud-africaine dénommée Africom Commodities Ltd a été recrutée, et ce, en tant que prestataire du projet pour l'aménagement, la construction et la gestion du parc sur une période de 5 ans renouvelable. Représenté par le prévenu Globler Christo Stéphanus, ce prestataire fut une société holding gérant les activités d'une quinzaine de sociétés œuvrant dans les domaines spécifiques de fourniture des équipements, matériels et intrants agricoles. Au mois de février 2014, sans qu'aucune pièce du dossier n'atteste de l'examen préalable en Conseil des ministres, la République démocratique du Congo signa avec la société Africom Commodities un contrat de gestion qui, le 24 mars 2015, va déboucher sur une convention d'actionnaires suivie d'un avenant à la même date, prévoyant la création de 3 sociétés anonymes d'aménagement et de gestion du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, Parc Agri SA, la société d'exploitation du parc, CEPAGRI SA, et la société de commercialisation dénommée Marché international de Kinshasa, Marikin SA. La ministre du portefeuille signa sous la pression exercée sur elle par le Premier ministre les statuts de ces 3 sociétés dans lesquelles l'État congolais détenait pour la première 85% des parts sociales, pour la deuxième 70% des parts sociales et pour la troisième 50% des parts sociales. En réalité, l'État congolais a débloqué pour la constitution de ces sociétés par Agri SA 489 976 000 $, suivant la lettre du 9 septembre 2015 du Premier ministre pour la première tranche et pour la deuxième tranche pour la deuxième 70% des parts sociales et pour la troisième 50% des parts sociales. En réalité, l'État congolais a débloqué pour la constitution de ces sociétés par Agri SA 489 976 000 $, suivant la lettre du 9 septembre 2015 du Premier ministre Matata Ponyo ayant donné lieu à l'OPI numéro 54 79 47 pour la première tranche et pour la deuxième tranche en francs congolais 339 73 350 francs congolais. La lettre du 9 septembre 2015 du Premier ministre Matata Ponyo Augustin ayant donné lieu à l'OPI numéro 59
23,06 et ce, au lieu de francs congolais 19 millions. Le capital initial qui prévoyait la participation de l'État à hauteur de 85% ne s'est retrouvé rehaussé à 4400%. CEPAGRI SA, à hauteur de 192 79 900 francs congolais, suivant la lettre du Premier ministre Matata Ponyo du 5 mai 2015, ayant donné lieu à l'OPI numéro 54 79 49, dégageant une majoration de 101% du capital initial du CEDEF au franc congolais, 133 millions, dont 70% de la participation de l'État congolais. Marikin SA, un apport d'un montant de 192 72 900 francs congolais, suivant la lettre émanant du Premier ministre Matata Ponyo Mapon Augustin et ayant donné lieu à l'OPI numéro 54 79 48, représentant 101% au lieu de 50% du capital initialement prévu. Pour la constitution de ces trois sociétés, un montant total non justifié de tournée se lève à 978 45 230 francs congolais, soit en dollars 1 45 454 dollars. Seul l'État congolais a participé à leur création, la société Africom Commodities n'ayant jamais libéré sa part. Bien que minoritaire dans le capital des deux premières sociétés et égalitaire dans la troisième, la société Africom Commodities fut le gestionnaire véritable de ces trois sociétés. La Cour note que, suivant le rapport de l'Inspection générale des finances, explicité au cours de l'audience du 23 avril 2024, consacrée à la suite de l'instruction de la cause par les inspecteurs des finances, il s'est révélé que plus de 83% des fonds décaissés à divers titres pour les trois sociétés ainsi que pour les différents fournisseurs des équipements, matériels, intrants et même pour les dépenses locales étaient transférés par le Trésor public à Africom Commodities par son compte numéro 0906 75 900 ouvert dans les livres de Standard Bank, code SWIFT SBZAZAJJ en Afrique du Sud. Seule la société Africom Commodities qui décidait de la destination de tous ces fonds. Ainsi, presque tous les montants débloqués par le Trésor public a été transféré directement dans les comptes bancaires d'Africom Commodities et une petite partie dans les comptes de ses filiales telles que destinées au ministère des Finances. Il ressort que 280 millions de dollars ont été libérés en faveur du parc agro-industriel de Bukangalonzo, dont 278 884 804 dollars du Trésor public et 1 115 116 dollars provenant des interventions du Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle. Les enquêtes menées ont révélé que seule la somme de 34 150 507 dollars a été réellement affectée aux activités du parc agro-industriel de Bukangalonzo. La différence, soit 245 849 413, ayant servi à diverses utilisations selon plusieurs procédés exposés dans les tableaux ci-dessous, demeure non justifiée. C'est un tableau que nous allons essayer de lire. Premier cas, ce sont les cas de surfacturation constatées. Point 1.
Nous avons numéro de facture d'origine. 2. Le montant de la facture d'origine. 3. Le numéro de facture d'Africom sur le même produit. L'Africom retaxé, le même produit mais avec une autre facture. À titre illustratif, la première facture, numéro d'origine, c'est 10/15/2. Montant d'origine, 167 375 $. Sur le même produit, déjà acheté, Africom a établi une facture. Numéro PRF 14 11 00 130. Avec un autre montant, le montant est de 565 500 $. L'écart sur le même produit est de 398 125 $. 2. Le numéro de facture d'origine 14B 70 703 B. Montant d'origine 495 880 $. Numéro de facture d'Africom sur le même produit. Numéro 140 9071. Montant de la deuxième facture. 1 237 544, soit un écart de 741 664 $ sur le même produit. 3. Facture d'origine. Numéro 14B 711B. Montant du produit 189 600 $. Numéro facture Africom 141 100 0025. Montant 794 682 $. Écart 605 082 $ d'écart. 4. Numéro facture d'origine HCIDAP 140 504/7. Montant d'origine 147 500 $. Numéro facture Africom PRF 140 800 et 131. Montant en dollars 2 880 000 $. Écart 2 732 500 $ sur le même produit. 5. Numéro facture d'origine 07/118. Non, tiré 118/2. Montant d'origine 408 375 $. Numéro facture Africom 140 800 128. Montant 903 375 500. Écart 495 000 $. 6. Numéro 48 79 72. Montant 84 900. Numéro facture Africom 1401. Montant 376 450 $. Écart 291 550 $. 7. Numéro facture d'origine
AF20 1411, montant 317 472 $. Facture Africom, PRF 150 11 11 2, AF2 014 111. Montant 1 488 732. Écart d'1 171 280 $. L'autre numéro est le montant 1 383 172 $. Numéro Africom, je donne juste le montant aussi Africom. Ici c'est 1 million, là c'est 3 526 220. Avec comme écart 2 143 048 $. Numéro facture, je passe directement au montant. Montant première facture, 147 500 $. Montant facture Africom, 2 880 000 $, soit un écart de 2 652 500 sur le même produit. Montant de la première facture au numéro 10, 147 500 $. Montant de la deuxième facture, 2 880 000 $. Écart, 2 732 500 $. Montant de la première facture, 147 500 $. Montant de la deuxième facture, 2 480 000 $. Écart, 2 732 500 $. Montant de la première facture, 297 000. Là, nous sommes au point 12. 297 000 $. Montant de la deuxième facture sur le même produit. Quand nous parlons de deuxième facture, 1 456 720 $ américains, avec comme écart 2 159 720 $ américains. 13. Montant première facture, 297 000 $ américains. Deuxième montant, ou montant de la deuxième facture, 2 456 720 $ américains, qui donne comme écart 2 159 720 $ américains. 15, non 14, j'étais à 14, hein? Non 15. Montant 105 000 $ américains. Deuxième facture sur le même produit, 520 000 $ américains, avec comme écart de 415 000 $ américains. 16. Montant 735 000 $ américains. Montant surfacturé, donc deuxième facture, 4 873 506 $ américains, ce qui donne l'écart sur le même produit de 4 243 506 $ américains. Nous prenons le total pour ce qui a été réellement dépensé sur les factures réelles. Ça nous donne, et de l'autre côté, pour les mêmes produits, la surfacturation en deuxième facturation
donne 36 504 450 dollars américains, soit un écart de 31 136 676 dollars américains. Il y a un deuxième tableau, c'est en lisant ceux qui accéderont à l'arrêt qui pourront entrer en connaissance de ces chiffres. Outre les cas cités si haut, les enquêtes ont révélé d'autres situations de surfacturation. Une associée du prévenu Globler Christos Stéphanous, la société Triomphe, reçut des fonds pour achat d'engrais, alors qu'elle avait acheté auprès de la firme sud-coréenne cet engrais pour le coût CIF Matadi de dollars américains 590 par tonne métrique. Elle a fourni un justificatif de ses achats au coût de dollars 11 520 par tonne métrique, soit un écart par tonne métrique de 10 930 dollars américains. Après vérification auprès des transitaires tels que Bolloré, il s'est avéré que les prévenus Globler Christos Stéphanous recevaient les factures du fournisseur et établissaient les siennes propres, reprenant des montants bien supérieurs pour justifier frauduleusement les fonds perçus. Toutes ces facturations sont réalisées dans l'indifférence totale du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, censé être gestionnaire réel du parc agro-industriel de Bukangalonzo, qui effectuait par les biais des membres de son cabinet plusieurs missions de supervision. De manière générale, pour justifier les surcoûts des matériels acquis, le prévenu Globler Christos Stéphanous prétendait inclure au prix d'achat des frais de dédouanement les coûts des entretiens et l'achat des lubrifiants et carburants, alors qu'il bénéficiait au titre d'avantages financiers de l'exonération sur toutes les opérations d'importation et recevait des frais de gestion et, surtout, alors que, selon ses prétentions, il n'était plus prestataire mais plutôt actionnaire. La Cour relève que, suivant l'ordre de paiement informatisé, le Trésor public a procédé au versement en faveur de la société MIC Industries en 2 tranches d'un montant total de CEDEF 7 milliards 392 162 577 francs congolais, soit 7 989 408 dollars américains pour l'achat de l'Ultimate Building Machine, machine destinée à construire les installations industrielles, agricoles, commerciales, ce que la société African Commodities ne reconnaît pas dans ses livres. Malgré le décaissement de cette somme d'argent, cet équipement non indispensable à ce projet, acquis par passation des marchés affichés par le Bureau central de coordination BCECO en sigle, sur instruction du Premier ministre, le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, n'a pas été retrouvé sur le site du parc agro-industriel Bukangalonzo. Ce paiement fut initié par le prévenu Matata Ponyo Augustin et effectué en date du 14 juillet 2014 pour la première tranche et le 29 septembre 2014 pour la seconde. La Cour constate que jusqu'à ce jour, le dit équipement n'a jamais été livré. Par ailleurs, elle note que plusieurs sociétés écrans ont été créées par les prévenus pour se faire payer indûment. Entre autres, la société Desticlox, ayant la même adresse physique que les prévenus Globler et utilisant le même personnel, a reçu successivement le paiement de 11 69 388 dollars américains, dont 510 883 dollars américains au titre de frais de gestion du parc. Elle a perçu la somme
de 4 941 600 dollars américains pour gravillonner la route conduisant de la Nationale 1 au site de Kangalonso. Cette route est restée en terre jusqu'à ce jour. Le prévenu Globlet Christo Stéphanous, ayant passé aux aveux, reconnaît avoir eu le versement de ses fonds au bénéfice de la société Desticlox, dont il était actionnaire, et s'étonnait de voir ces montants versés à cette société pour des tâches relevant de lui en sa qualité de chargé de l'exploitation du parc. Il se demandait pourquoi ces sommes étaient payées. Il reconnaît aussi les versements effectués au profit des sociétés Michigan, BPI et Triomphe d'Afrique du Sud, mais se demandait le motif de ces paiements alors que le gouvernement congolais n'avait signé de contrat qu'avec lui. La société Feed Africa. En juin 2014, Madame Kachoko Mbonda Hortense, épouse du prévenu Matata, le sieur Matata Suiti Lia Bemba Edouard, membre de sa famille, s'associe à Madame Tania Globler, épouse du prévenu Globler Christo Stéphanous, et au nommé Peter Venter, associé dans la société Desticlox, pour créer la société Feed Africa, dont les gérants étaient les prévenus Globler Christo Stéphanous. Ayant pour objet les activités agricoles, cette société a acquis dans les sites du parc agro-industriel Kangalonso une vaste concession et s'est dotée de tracteurs, véhicules, pièces de rechange, les outils des champs, les pesticides et les silos de stockage, le tout d'une valeur globale de 1 998 900 dollars américains provenant de fonds alloués au parc agro-industriel Kangalonso. La société Feed Africa est une société écran créée par le prévenu Matata Pognou Mapon Augustin pour dissimuler des transactions financières frauduleuses visant la captation des fonds à laquelle il lui donne une apparence légale alors qu'il s'agit en réalité d'un détournement des deniers publics. L'instruction TAP préjuridictionnelle qu'à l'audience a démontré aussi la non-exécution des travaux de construction de divers ouvrages alors que les fonds ont été décaissés. 1. Un montant estimé à 89 millions de dollars a été payé. 2. La dissipation des recettes de vente effectuées en mars 2015, un montant de 764 183 dollars américains a été débloqué par le Trésor public pour la récolte des maïs au Pays Bel. Il n'y a aucune trace de recettes récoltées. Donc, sur le montant de 280 millions de dollars américains débloqués par le Trésor public pour les activités du Pays Bel, seule la somme de 34 150 507 dollars américains a été réellement affectée à ces activités. Pour sa part, l'organe de la loi requiert à ce qu'il plaise à la Cour de dire établi en fait comme en droit les infractions de détournement de la somme de 156 849 413 dollars américains mises à charge des prévenus Matata Pognou au Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous et de détournement de la somme de 89 millions mises à charge des prévenus Matata Pognou, Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. Petit 1. De les condamner par conséquent chacun à 20 ans de travaux forcés. Ordonner l'arrestation immédiate du prévenu Matata Pognou Mapon Augustin. Petit 2. De condamner en outre les prévenus Matata Pognou Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias à l'interdiction de droit de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans pour le premier et 5 ans pour le deuxième. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Petit 3. La privation à la condamnation
et la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Ordonner l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine du prévenu à la réhabilitation. Ordonner l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine du prévenu Globlet Christos Stéphanous. Condamner chaque prévenu aux frais d'instance et ordonner l'arrestation immédiate du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin. La Cour estime dès lors qu'il y a lieu de confronter ces faits au droit. 1. Du détournement des deniers publics portant sur la somme de 156 849 413 $ américains à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globlet Christos Stéphanous. En droit, l'article 145 du Code pénal, livre 2, tel que modifié à ce jour, en son alinéa premier prévoit tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, des gérants, de commissaires aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus qui aura détourné de deniers publics ou privés des effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni d'1 à 20 ans de travaux forcés. L'alinéa 2 de la même disposition légale dispose: en condamnant à la peine prévue à l'alinéa précédent, les juges prononcera en outre l'interdiction d'accès aux fonctions publiques, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés au présent article, l'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine si le condamné est un étranger. Le détournement des deniers publics est l'opération illégale qui consiste à utiliser des sommes ou des biens appartenant à la collectivité à des fins autres que les biens publics. Pour parler de détournement, il faut que le délinquant ait eu l'argent ou les biens lui confiés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit par l'État ou une autre collectivité publique, soit par les particuliers, soit enfin par les utilisateurs d'un service public qui peuvent opérer des transferts de fonds. Il s'agit d'une appropriation frauduleuse des sommes ou des biens dont le délinquant n'est que le dépositaire tout en sachant pertinemment qu'il n'a pas un droit de propriété sur les fonds ou sur les choses, mais qu'il en est comptable et qu'il doit veiller à leur conservation. Il ne doit pas se les approprier ni les utiliser à des fins personnelles. Il en découle que pour sa cristallisation, cette infraction exige la réunion des éléments ci-après: la qualité spécifique de l'auteur de l'infraction, la nature des fonds détournés, l'élément matériel et l'intention coupable. De la qualité de l'auteur de l'infraction ou de l'agent, il doit s'agir d'un fonctionnaire ou d'un agent public ou une personne chargée d'un service public, en cela mineur, dans son commentaire du Code pénal congolais. Bien plus, en République démocratique du Congo, est fonctionnaire au sens des articles 145 et 145 bis du Code pénal congolais, livre 2, tout agent public tel que défini par le Code de bonne conduite de l'agent public de l'État porté par le décret-loi numéro 17/2002 du 3 octobre 2002 qui énumère les agents publics au nombre desquels l'on trouve les membres du gouvernement. Dans les cas sous examen, les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin étaient membres du gouvernement en qualité de Premier ministre au moment des faits. Dès lors, cette première condition est accomplie dans son chef.
La Cour note qu'en ce qui concerne le prévenu Globler Christos Stéphanous, en sa qualité d'administrateur du parc agro-industriel de Bukangalonso, il a reçu du Trésor public des fonds pour l'exécution du dit projet, ce qui lui confère la qualité des personnes chargées d'un service public. Dès lors, cet élément est également établi dans son chef. De la nature des fonds ou des biens détournés. Pour que l'infraction de détournement des deniers publics soit établie, il faut qu'il s'agisse de biens d'une nature donnée et que les dits biens aient été confiés de manière précaire à la personne qui les a détournés, toutefois sans qu'il soit nécessaire, comme il a été jugé, que les fonds soient matériellement entre les mains du prévenu, mais il suffit qu'ils soient mis à sa disposition en vertu ou à raison de ses fonctions, et qu'elle est établie dans le chef du commissaire d'État, c'est-à-dire ministre, qui a donné ordre à un office placé sous la tutelle de son département de payer une facture adressée à ce département si ce paiement a été sans contrepartie et que les sommes payées ont été partagées entre l'auteur de l'ordre et l'auteur de la facture. La Cour en déduit qu'il peut s'agir des actes ou titres administratifs, des mandats de paiement ou des bons de trésor. En l'espèce, la Cour note que le gouvernement de la République démocratique du Congo avait libéré 280 millions de dollars américains en faveur du parc agro-industriel de Bukangalonso, dont 278 884 804 dollars américains provenaient du Trésor public et 1 115 116 dollars américains du Fonds de promotion de l'industrie, une entreprise publique sur instruction du prévenu Matata Ponyo Mapon, alors Premier ministre, et donc chef du gouvernement en vertu de l'article 90 de la Constitution, et qui avait les finances dans ses attributions, étant donné que son gouvernement n'avait qu'un ministre délégué aux finances, au regard de l'article 2 de l'ordonnance numéro 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministres selon lesquelles les ministres délégués auxquels étaient conférés des secteurs d'activité exerçaient sous l'autorité du Premier ministre ou des vice-premiers ministres compétents toutes les attributions attachées à ces secteurs. La Cour constate que la somme détournée de 156 849 413 dollars américains libérés à la demande du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin au profit du prévenu Globler Christos Stéphanous constitue des fonds publics décaissés par le gouvernement congolais pour la réalisation d'un projet d'intérêt général, à savoir le parc agro-industriel de Bukangalonso. Ces fonds publics détournés sont détaillés comme suit: surfacturation et autres moyens illégaux, 96 117 669 dollars américains. Société Écran Desticlox, 16 10 900 dollars américains. Société Feed Africa, 1 998 900 dollars américains. Recettes des ventes effectuées, 764 183 dollars américains. Avantages indus, 1 045 454 dollars américains. Acquisition de la machine Ultimate, 7 989 408 dollars américains. Somme décaissée mais introuvable. 32 862 899 dollars américains. Il en résulte que le deuxième élément est également établi dans leur chef. 3. L'acte matériel réalisé. Relativement à l'acte incriminé, selon l'esprit et la lettre de l'article 145 du Code pénal livre 2, c'est le fait de détourner qui constitue l'élément matériel de l'infraction indiquée pour la Cour.
Les détournements consistent en l'usage ou à la disposition d'objets ou de deniers qui sont dans les mains ou au pouvoir de l'auteur, à une fin qui ne leur était pas destinée. Il y a détournement dès que l'objet a été distrait de sa destination. Le détournement est une dissipation mettant l'auteur dans l'impossibilité de restituer ou un usage abusif suivi d'un refus de restituer. Il est toujours consommé en tant qu'élément matériel dès que l'objet quitte la droite voie, c'est-à-dire la place qu'il doit occuper à tel moment. Il est dissipé, distrait, caché, mis à l'ombre ou déposé, c'est chez un tiers. Il a été jugé qu'il n'est pas nécessaire que les sommes d'argent détournées soient matériellement entre les mains du détourneur, mais il suffit qu'en vertu de sa charge, il exerce un certain pouvoir sur les dites sommes. Ainsi, on peut détourner les sommes détenues ou gardées par d'autres. Dans les cas d'espèces, sur le montant total décaissé de 279 999 920 dollars américains par le Trésor public, seule la somme de 34 150 105 a été effectivement affectée aux activités du parc agro-industriel de Bukangalonso et les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globlet Christo Stéphanus n'ont pas su justifier la différence de 156 849 413 dollars américains, ainsi donc détournés. Dès lors, cet élément est aussi établi dans les chefs des deux prévenus. Élément moral ou intention de commettre l'infraction. Pour que l'infraction soit établie, il faut la preuve de la décision unilatérale et volontaire d'appropriation ou de rétention, ou simplement la preuve de l'intention dolosive ou frauduleuse. Ainsi, il a été jugé que le détournement des deniers publics est caractérisé par l'utilisation privative des deniers, contrairement à leur destination, dans la conscience que cet acte de disposition causait ou pouvait causer préjudice et que le fait reste punissable même si les prévenus n'avaient pas eu l'intention de s'approprier définitivement le fonds, ou encore que l'allégation mensongère d'un vol fantaisiste invoqué par celui qui avait la garde des biens est révélatrice de l'intention frauduleuse de détournement commis par une personne chargée d'un service public. La preuve de l'intention frauduleuse peut se déduire de l'ensemble des éléments du dossier, notamment les procès-verbaux d'audition, le rapport de l'inspection générale des finances et les témoignages recueillis à l'audience du 23 avril 2025. La Cour note que, dans les cas sous examen, l'intention coupable du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin transparaît à travers plusieurs actes et dénote d'une préparation méticuleuse, notamment dans la mise à l'écart des ministres sectoriels, en l'occurrence les ministres de l'Agriculture, du Plan et du Portefeuille. Le fait de se passer de la chaîne des dépenses en recourant à des pratiques d'urgence sans nécessité, la légèreté de la conception du projet, la désignation des animateurs, l'abstention de mise en place des mécanismes de contrôle, la création des sociétés écrans, les recours à l'attribution des marchés de gré à gré au mépris de la loi irrelative. Elle constate que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin a commencé son montage dès le premier jour de sa nomination, considérant que l'ordonnance qui fixe les attributions des ministères et celle qui nomme les membres du gouvernement ont été faites sur sa proposition et que, ce faisant, alors qu'il avait été ministre des Finances auparavant, il a préféré garder la mainmise sur ce ministère en y faisant nommer un ministre délégué comme ministre qui n'avait qu'à exécuter ses ordres sans être en mesure de lui opposer une résistance quelconque. Et même l'attribution du marché d'acquisition de la machine ultimate non indispensable au projet au BSECO
où il a longtemps œuvré. Au niveau de la conception et de la création du parc agro-industriel de Bukangalonso, le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin était déjà en contact avec le prévenu Globler Christo Stéphanus par les billets de M. John Moussoussa Ulimwengu, un membre de son cabinet nommé pour la cause et chargé de trouver les partenaires aux États-Unis et ailleurs, selon les déclarations de la sénatrice Ida Kamonji devant le procureur général près la Cour constitutionnelle. Pour réaliser son entreprise criminelle de détournement, le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin a mis en berne ses expériences professionnelles de ministre des Finances, de directeur général du Bureau central de coordination, BCCO en cycle, et de cadre à la Banque centrale pour accepter un business plan squelettique, sans aucun mécanisme de contrôle, aucune élaboration d'un cahier de procédure, ni aucune définition du coût global estimatif. Cette manière de procéder ou cette omission de mettre sur pied ces mécanismes relève de l'intention délibérée de monter une structure pour siphonner les trésors publics par le détournement massif des deniers publics. Le choix du partenaire Africom Commodities, vieille seulement de 3 ans, en dehors de toute procédure légale requise,